En Arizona, à la fin de l'été, il y a deux choses qui accablent les étudiants. La chaleur et les dettes. J'en suis à 19 000 $ de dette. Et tous les 6 mois, ça augmente de 3 000 $. Je m'enfonce dans la dette juste pour aller à l'école. Pour faire mes 4 années, je vais devoir emprunter 39 000 $. On n'a pas le choix et les prêts sont là pour nous aider. Il va falloir que je trouve un boulot pour rembourser mes dettes. En même temps, je voudrais continuer mes études et si je fais ça, malheureusement, je vais augmenter mes dettes. C'est effrayant. L'idée qu'il y a 1000 milliards de dollars de dettes que tous les étudiants du pays devront rembourser, c'est inacceptable. C'est un chiffre obscène. Je pense que ce n'est pas juste d'avoir à payer tout ça. Ça ne devrait pas coûter aussi cher d'aller à l'université. 1000 milliards de dollars, c'est l'encours de toutes les dettes étudiantes aux États-Unis. En publiant ce chiffre à l'automne 2011, la Réserve fédérale américaine a provoqué un électrochoc dans le pays. En particulier ici, à Phoenix, la Silicon Valley de l'éducation supérieure. Nous sommes à l'Université d'État de l'Arizona. Avec 72 000 étudiants, c'est la plus grosse université publique des États-Unis. Face à la concurrence des autres universités, rien n'est trop beau pour attirer l'étudiant. Il y a plein de choses à faire. Je suis dans 5 clubs différents. Je suis très occupée. Et c'est beau ici. Le climat est super. Il n'y a pas de neige en hiver. J'adore. Tori a 19 ans. Elle a quitté New York pour venir ici faire des études de commerce. Elle passe sa journée sur le campus, une véritable ville dans la ville, avec ses boutiques, ses banques, ses équipements sportifs, ses restaurants. Des conditions de rêve pour étudier. Mais ce rêve a un prix. Parce que je ne viens pas de l'Arizona, je paie 30 000 $ par an pour les frais de scolarité. En 6 mois, je dépense en moyenne 500 $ pour les livres de classe. Celui-là, par exemple, coûte 150 $. Il n'est pourtant pas très gros, c'est ridicule. C'est un gros investissement, en argent et en temps. Les gens ne réalisent pas qu'il n'y a pas que les frais de scolarité. Il faut aussi se déplacer, se nourrir, se loger, payer l'électricité. C'est vraiment dur. Rien que pour se nourrir sur le campus, Tori dépense 50 $ par jour. Ses dettes augmentent, mais elle n'est pas inquiète. Elle pense qu'elle trouvera un boulot bien payé en sortant. L'école de commerce a une bonne réputation. Elle est chère, mais j'espère que je pourrai rembourser. De toute façon, tout est cher dans cette économie. Les frais d'inscription de l'Université d'État de l'Arizona ne sont pas parmi les plus chers du pays. Ils sont même en dessous de la moyenne. Mais ils ont quand même augmenté de 35% en 7 ans. Pour comprendre pourquoi, nous avons rencontré Betty Capaldi. Elle est la doyenne de l'université. Il y a 15 ans, l'État de l'Arizona payait l'essentiel de notre budget. Mais ils ont commencé à manquer d'argent. L'économie a décliné, ils ont reçu moins de fonds du gouvernement fédéral, le coût de la santé a explosé, construire des prisons, ça leur coûte cher. Donc, ils ont réduit nos budgets. Ça a baissé de 40%. Nous n'avons pas augmenté nos frais d'inscription d'autant. Nous avons gagné en efficacité, mais ça ne suffit pas. Il fallait bien augmenter les frais d'inscription, car l'argent doit venir de quelque part. Mais c'est vrai que l'an dernier, notamment, nous avons remarqué qu'une des principales raisons pour laquelle les étudiants arrêtent leurs études, c'est l'argent. Le bureau d'aide financière, c'est l'un des services les plus importants de l'université. Pour corriger les inégalités et éviter que des étudiants arrêtent à cause de l'argent, la fac distribue 100 millions de dollars par an en bourse pour les étudiants les plus pauvres ou les plus méritants. Mais ça ne suffit généralement pas. Ashley, par exemple, a besoin de 17 000 $. Pour votre prêt fédéral et votre bourse d'État, vous avez atteint le plafond et vous avez touché une bourse de l'université. Mais vous devez encore de l'argent pour le logement, la nourriture et la scolarité. Votre seule possibilité, c'est de prendre un prêt privé. Faites attention, les banques peuvent vous demander que quelqu'un se porte garant. Emprunter, c'est le passage obligé. L'immense majorité des prêts sont des prêts fédéraux, plafonnés, mais garantis par le gouvernement. Les banques privées se battent elles aussi pour attirer les étudiants. Dans les deux cas, il faudra rembourser, avec les intérêts.
En théorie, c'est un investissement rentable. Avoir un diplôme d'université, ça rapporte, en moyenne en tout cas. Aux États-Unis, si vous sortez diplômé de l'université, vous gagnerez tout au long de votre carrière environ $1 million de plus que si vous n'y aviez pas été. Vous serez plus heureux, en meilleure santé, vous serez un meilleur citoyen, vous irez voter. C'est un bon investissement pour l'élève car il aura plus d'argent et c'est un bon investissement pour le pays car il y aura moins de problèmes dans la société. Là, le long du cou, il faut que ce soit bien plat. Il ne faut pas que ça rebique. Et enlevez vos piercings, cachez vos tatouages, ayez l'air le plus conservateur possible. Mais pour le gagner, ce $1 million de plus, il faut faire quelques efforts. Au sein de l'école de commerce, les élèves ont leur fraternity, une association d'étudiants qui ce jour-là organise une rencontre avec de potentiels futurs employeurs. C'est bien de savoir dans quelle branche vous voulez travailler, mais chaque entreprise a ses propres règles. Suivez leur système, travaillez dur et vous réussirez. La situation économique est effrayante en ce moment. Donc oui, j'ai peur de ne pas trouver de boulot. Mais je suis aussi confiante parce que je sais quoi faire pour décrocher ce boulot. Autre atelier, une conférence d'un conseiller financier pour leur apprendre à gérer leur argent et surtout leurs dettes. La plupart des sociétés de crédit adorent que vous ayez tant de dettes car vous payez des intérêts. Et plus vous mettez de temps à rembourser, plus ils gagneront. Dans une Amérique en crise économique, avec un taux de chômage record de plus de 9%, un diplôme, même d'une des meilleures écoles de commerce du pays, n'est pas une garantie absolue de trouver un emploi vite. Or, vite, il faut commencer à rembourser l'État ou les banques. Seulement 13% des étudiants ont une promesse d'embauche au moment de leur diplôme. La plupart des diplômés ne trouvent pas immédiatement du travail. Et il faut payer ses emprunts le plus vite possible. Parce que c'est très facile de vivre au-dessus de ses moyens. La première fois que tu touches ton salaire, tu sors, tu te payes un bon dîner, tu t'achètes une voiture, une maison, et toutes ces dépenses s'accumulent très vite. La dette étudiante, c'est en fait quand on n'est plus étudiant et qu'il faut la rembourser que ça peut devenir un vrai problème. La maison, c'est une location, la voiture, une occasion. Joya n'a pas flambé son argent après sa sortie de l'université. À 31 ans, elle a pourtant accumulé $80 000 de dettes fédérales pour payer ses études. Et régulièrement, elle reçoit des courriers pour que surtout, elle ne l'oublie pas. Ça, c'est juste les dettes de l'université où j'ai passé mon master. 8 600, 8 600, 8 600, 12 000, 13 000, 10 000, 1000. Les taux d'intérêt, ça va de 6,8 à 7,9%. C'est pas 1 ou 2%. C'est beaucoup et ça fait augmenter ma dette. Au moins pour les étudiants, ça devrait être des prêts à taux zéro. C'est un fardeau. C'est beaucoup de coups de téléphone pour essayer d'obtenir des délais de paiement, beaucoup de temps à attendre une réponse. Tout un tas de choses dont je préférerais ne pas m'occuper. Mais je dois prendre ça en compte quand je fais des projets, quand je pense à mon avenir, car j'ai toujours cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Essayez de marcher plus lentement. Soyez plus souple sur vos pieds. Certes, Joya n'a pas choisi droit, commerce ou médecine. Elle est metteur en scène de théâtre. Elle a étudié à New York dans l'une des meilleures écoles du pays, puis à Phoenix, où elle a obtenu un master qui lui permet d'être enseignante. Elle a 4 boulots différents et gagne, selon les périodes, entre 1 000 et 2 000 $ par mois. Rien que pour ses dettes d'étudiante, elle doit rembourser 700 $ par mois. Ses retards de paiement s'accumulent et elle attend le moment où les agences de recouvrement de dettes s'en mêleront. Ils me prendront tout ce qu'ils pourront et puis c'est tout. Si je ne peux pas payer, j'arrêterai de payer. Je ne vais pas sacrifier le reste de ma vie à cause de ces dettes. Peut-être que certains vont dire que je suis irresponsable. Moi, je crois que c'est le système qui est irresponsable. Pour s'en sortir avec le peu qui lui reste après avoir remboursé son emprunt, Joya a dû puiser dans sa carte de crédit.
Les dettes s'ajoutent aux dettes. Ce jour-là, elle a pris rendez-vous avec Lawrence Pugh, un avocat spécialisé dans les faillites personnelles. Une activité florissante en ce moment aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? J'ai 20 000 $ de dette sur ma carte de crédit et je ne peux pas rembourser. J'aimerais me déclarer en faillite personnelle. Je n'ai aucun bien qui peut être saisi. J'ai une voiture, mais elle ne vaut rien. Et j'ai aussi 80 000 $ de prêt étudiant, mais je crois que ça, c'est vraiment difficile de s'en débarrasser, n'est-ce pas? Votre gros problème, ce sont ces 80 000 $. Pour ça, on ne peut rien faire. Malheureusement, vous êtes en bonne santé, vous pouvez travailler et vous êtes jeune. Tout ça joue contre vous pour obtenir une faillite sur cette dette. Les prêts étudiants, contrairement à la plupart des autres dettes, sont presque impossibles à annuler. Et ce, depuis une loi de 1996 votée au Congrès sous la pression des lobbies bancaires. Conséquence, pour les prêteurs, c'est une dette quasiment sans risque et donc pour les emprunteurs, facile à obtenir. Les prêts étudiants se développent car ils sont très faciles à obtenir pour payer les frais de scolarité. Et c'est une incitation pour les jeunes de 18 ou 19 ans qui n'en comprennent pas forcément toutes les subtilités et qui ne sont pas toujours prudents quand ils choisissent leur cursus ou une école. Mon seul espoir, c'est de négocier et de bénéficier d'un plan de remboursement basé sur mes revenus. Je paierai ce que je pourrai pendant 10 ans ou peut-être pendant 25 ans et j'espère qu'ils effaceront le reste. Mais dans tous les cas, ce sera long. Il n'y a rien d'autre à faire. Pris dans la spirale de la dette, certains arrêtent tout simplement de rembourser. Une mauvaise solution, synonyme d'intérêt qui augmente et de saisie des comptes bancaires. En 2 ans, le taux de défaut sur les prêts étudiants est passé de 6 à 9%. En Arizona, c'est plus de 15%, record national. En cause, le développement d'un nouvel acteur, les universités privées à but lucratif. La plus importante a son siège ici, l'University of Phoenix, avec plus de 300 000 étudiants inscrits dans le pays. Ici, les étudiants peuvent évaluer leurs connaissances. Par exemple, est-ce que je sais écouter? Oui. Ancienne étudiante, Alyssa travaille au service de communication de l'University of Phoenix. Ça tombe bien, la com c'est au cœur du modèle de cette université high-tech qui se veut l'université de demain. Pas besoin d'un immense campus et de milliers de profs, l'essentiel des cours se fait par Internet et même par téléphone portable. En 2011, nous avons lancé une application University of Phoenix pour iPhone. À ce moment-là, j'étais en dernière année de master, je travaillais pendant la journée et le soir, j'étais serveuse. Je m'occupais de mes tables et quand j'avais 15 minutes de pause, je pouvais me précipiter dehors, me connecter à ma classe avec mon iPhone, écrire mes devoirs, interagir avec d'autres étudiants, envoyer mes devoirs et retourner au travail. Impossible, lors de notre tournage, de rencontrer un actuel étudiant. Et pour cause, les salles de cours ne sont utilisées que le soir, et grâce à un système de caméra, un prof peut même enseigner à plusieurs classes à la fois. L'University of Phoenix cible une clientèle différente de celle des universités classiques. Des adultes qui travaillent et veulent obtenir un diplôme pour progresser dans leur carrière. Nous avons ouvert la porte à des gens qui ne peuvent pas aller à l'université de l'Arizona parce qu'ils n'en ont pas le temps. Je ne dirais pas que l'école est vieille, mais je dirais que l'idée que des gens aillent à l'école à plein temps, de 9 h du matin à 5 h de l'après-midi, c'est une idée dépassée. Parce que le monde d'aujourd'hui bouge, travaille, innove, et c'est ce que nous faisons ici. Là où l'University of Phoenix n'innove pas beaucoup, c'est pour trouver de l'argent. Un rapport publié cet été par le sénateur démocrate Tom Harkin le révèle. 89% de son budget provient de fonds publics, à travers les bourses d'État et les prêts fédéraux versés aux étudiants. En 2010, elle a ainsi touché 4 milliards de dollars, dont 1 milliard ont été versés aux actionnaires du groupe Apollo, la maison mère de l'University of Phoenix, cotée en bourse. Mais pour Bill Pepicello, le président de l'université, 2 millions de salaires annuels, cela n'a rien à voir.